Bonjour. Confronter narration et transcendance à partir du roman comme genre littéraire est une tâche spécifique qui consiste souvent à intégrer la notion existentielle, voire mystique, comme vecteur de survie à l'intérieur du texte. La transcendance, c'est à partir de bien des créateurs qui unissent leur esprit et leur âme pour créer une forme ultime et nouvelle d'humanité. Une forme divine, omnisciente, omnipotente, une forme irrésistible. Le plaisir d'accueillir aujourd'hui Melika Abdelmoumen, née au Saguenay d'une mère québécoise et d'un père tunisien, détentrice d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal. Elle a signé de nombreux articles, nouvelles, romans dans Chair d'assaut, par exemple, en 1999, qui a eu le prix de la première œuvre du Salon du livre du Saguenay. Alia, en 2006, finaliste au prix littéraire des collégiens. Les Désastrés, VLB en 2013. Et un essai, L'école des lectrices, Dubrovski et la dialectique de l'écrivain, aux presses universitaires de Lyon en 2011. Elle a tenu plusieurs années un blog, melikaabdelmoumen.blogspot.ca, où elle rendait compte de ce dont elle a été témoin depuis qu'en 2009, elle s'est liée avec des familles roms vivant dans des bidonvilles et squats de la région lyonnaise, où elle a vécu une douzaine d'années. Elle a donc donné plusieurs colloques et conférences en France, collaboré à l'organisation du festival de la Revue de Lyon et à son focus sur le Québec en 2015, elle a cofondé l'association Cousins de personnes, promotrice de la littérature québécoise en France et donné des conférences sur la littérature du Québec. Elle est de retour au Québec en août 2017. Elle a amorcé un nouveau cycle de billets de blog intitulé « Carnet d'un retour au Québec ». Elle termine actuellement un récit portant sur les questions de l'immigration et de l'engagement qui paraîtra chez VLB Éditeur au printemps 2018. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Melika Abdelmoumen, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci. D'abord, je dois confesser quelque chose à nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est que vous êtes parmi les premiers auteurs que j'ai eu le plaisir de lire, avec bien d'autres auteurs au Québec. Je suis comme flattée, vraiment comme Hubert Aquin, honorée. je ne jette pas de fleurs, comme Hubert Aquin, comme Michel Tremblay, comme Daniela Wow. Ferrière. Mais je me rappelle bien de ce moment-là, parce que j'ai tenu à vous le dire, quand j'ai trouvé vos livres à la Bibliothèque Antique, Alia, Le dégoût du bonheur, que j'ai lu, Oui. dans lesquels j'ai trouvé une force et une intensité extraordinaires. Je vous remercie. Et je dois dire qu'aussi, il y avait comme assez de violence, un terme que je mets entre guillemets. Oui. J'aimerais savoir, pour vous, est-ce que l'acte d'écrire, il commence, ou bien il a commencé par cette violence que vous avez donc peut-être bien adoptée, si je peux me permettre? C'est difficile à dire. C'est sûr que... j'essaie de me rappeler en plus parce que c'est les premiers. C'est les premiers, oui. Mais en tout cas, je sais que maintenant, depuis quelques années, j'écris systématiquement parce que je ressens une émotion très forte qui est souvent liée à quelque chose dont je suis témoin, socialement par exemple. Donc les dernières années, ça a été beaucoup ça. Donc il y a une forme de violence qui est celle que je constate, que je vois, que j'observe dans le monde dans lequel je vis. Je ne sais pas si à l'époque du dégoût du bonheur et d'Alia, c'était aussi conscient et aussi social, c'était peut-être plus intime. Mais oui, je crois que ça doit être un moteur. Je ne l'aurais pas formulé comme ça. Vous m'aidez à comprendre des choses sur moi-même. Oui. Je vous remercie. Mais donc oui, il y a sans doute de ça, oui. Il y avait un peu de ça, mais c'était un peu, c'était transcendant aussi. Il y avait cette intensité peut-être. Mais donc, dans Le dégoût du bonheur, c'est un livre aussi quand même sur la violence. Oui. La violence conjugale oui. Entre un père arabe, une maman québécoise. Puis, Alia, vous avez développé un penchant à projeter cette violence.
Alia qui avait un caractère quand même imprévisible, parfois coquine, parfois pernicieuse, mais qui a toujours développé cette possibilité de rêver Oui. et de s'émerveiller. Alors, c'est comme dire à travers ces livres, ou vos livres premiers, que la vie n'est pas un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Non. Non, ben ça, j'ai pu le constater plusieurs fois dans ma vie. Il y a des périodes tranquilles, et puis je suis, contrairement à la narratrice du dégoût du bonheur, je n'ai pas le dégoût du bonheur, moi. Je pense qu'il y a peut-être une époque où j'aurais eu du mal à me laisser aller à la tranquillité et au bonheur, mais bon, ça, c'est des questions d'âge, hein. On mûrit. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un mélange. J'avais un ami qui me disait ça, que j'étais très violente et à la fois il me disait qu'est-ce que tes fleurs bleues. C'était un peu les deux. Mais c'est un peu de sensibilité quand même. Il y avait de la sensibilité. Mais je suis très très romantique, vous savez, en plus. C'est ça qui est très drôle. Il y a toujours un côté très, un côté très rêveur, très romantique dans tout ce que je fais, même quand c'est très violent. Si vous regardez bien, il y a toujours une pointe de fleur bleue quelque part. Oui, quelque part, mais il y avait de la poésie aussi. C'est quoi le message que vous essayez de transmettre? Oula, ça dépend lesquels. Je crois qu'il y a toujours le témoignage d'une colère contre une violence, comme je disais tout à l'heure, violence conjugale, dans le dégoût du bonheur qui peut se passer dans des gens de bonne famille qui ne sont pas spécialement défavorisés, dans Les Désastrés que j'ai écrit après la mort de Nelly Arcan, qui était une bonne amie. C'était une réaction à la réception publique et à l'image, l'espèce d'acharnement médiatique sur une personne, sur une artiste en l'occurrence. Qui vient de passer. C'est ça. Et puis qui est au détriment de la qualité de son travail. Je pense qu'elle a été mésestimée de manière très très grave. Donc il y avait une colère contre ça. Dans celui qui va paraître 12 ans en France, c'est toute une réflexion sur ce que c'est qu'être immigré aujourd'hui. Bon, dans mon cas, c'était moi qui étais immigrée en France et qui rencontrait des familles de Roumanie qui vivaient dans une grande pauvreté, qui étaient immigrées aussi, avec une situation beaucoup plus grave que la mienne. Mais l'idée, c'est d'essayer, comment dire, le message, s'il y en a un avec celui-là, ça serait que les Québécois qui lisent ça se projettent eux-mêmes en tant qu'immigrés et réfléchissent à leur manière d'accueillir. Pas que j'ai de leçons à leur donner, mais je me suis dit, moi, je l'ai vécu de l'autre côté de la clôture, là, et c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Bon, c'est sûr que j'ai un statut particulier parce que je suis fille d'immigrés, donc je me suis toujours considérée 100% québécoise, mais c'est pas toujours... Mais c'est un beau brassage, de toute façon. Je dirais, pas juste entre la Tunisie, mais entre le Maghreb, hein, oui, bien sûr, et le Québec. Oui. Mais était-ce aussi une façon de dire... votre première œuvre, est-ce que vous avez tenté de dire votre double appartenance ou c'est plutôt juste votre québécité, votre appartenance au Québec? C'est une bonne question. J'ai l'impression que moi, je pensais que je parlais d'autres choses, mais quand j'y repense notamment à Alia, j'ai donné Alia Benfasser comme nom à ma narratrice. Je ne l'ai pas appelée Gertrude Tremblay ou je ne sais pas quel nom très québécois. Donc il y a toujours eu ça, mais je ne suis pas certaine que c'était toujours conscient. Je pense que... Comment dire? Bon, il y a eu le 11 septembre qu'on a connu de plus près ici, qui ont changé les regards sur nous, les personnes, comme dirait Nicolas Sarkozy, d'apparence musulmane, selon une expression absolument adorable et pas du tout horrible. Donc il y a déjà eu ça qui s'est passé. Et puis après, moi, je l'ai vécu en France de manière très violente aussi, avec les attentats et tout ça. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à l'intellectualiser. Je crois qu'avant ça, je le sentais confusément, je le voyais bien, que je n'étais pas tout à fait comme les autres Québécois dans le regard de certains, mais ce n'était pas généralisé. J'en parle dans le livre 12 ans en France. J'allais au salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Stanley Péan, qui est d'origine haïtienne, puis il disait qu'on était le petit gars et la petite fille de chez nous. Personne ne remettait en question qu'on était de la maison. Donc, c'était les années 90, les choses ont changé. Les choses ont changé, les perceptions même ont évolué. Donc, on va faire une pause, si vous le permettez, Malika Abdelmoumene. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invitée Malika Abdelmoumene. Malika, on va parler un peu des Désastrés. Oui. J'aime bien la couverture, Les Désastrés. C'est un roman qui est traversé par la thématique du suicide.
puis, en parcourant quelques extraits, j'ai eu comme l'impression de lire du Nelly Arcan, du Bret Easton Ellis, Oui. dans Psycho. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre? Est-ce pour dire que, par exemple, la célébrité ne manque pas? C'est quoi le message exact que vous avez essayé de transmettre? Il y en a plusieurs. Ce qui est certain, c'est que ce livre-là, qui est une fiction, bien sûr, était une espèce de manière de surmonter le deuil quand Nelly Arcan, mon ami, s'est tué, qui est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup, avec qui j'avais une amitié naissante, parce que je pense que ça devait faire 3 ans qu'on se connaissait, et on se connaissait à distance. Je vivais en France, elle vivait à Montréal. On se voyait de temps en temps, mais pas aussi souvent qu'on aurait voulu. Et bref, donc ça a été très, très difficile à surmonter. Et il y avait une très grande colère depuis longtemps sur le traitement médiatique de son œuvre et de sa personne, comme je disais tout à l'heure. Et donc j'ai voulu parler de cette violence-là, d'une certaine misogynie à son égard aussi. Oui. Et donc, d'une certaine manière, j'ai voulu rendre hommage à son œuvre. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu des similarités, parce qu'il y a plein de clins d'œil à plein de moments de ses romans. Et évidemment, Bret Easton Ellis était une inspiration majeure. Oui. American Psycho, et un autre roman de lui qui s'appelle Lunar Park, où c'est une fausse autofiction, où ça finit en roman d'horreur à la Stephen King. C'est magnifique, très très violent, mais très violent pour parler d'un truc qui le choque ou qui le scandalise de la même façon là, que moi j'ai fait. Donc oui, c'était vraiment une inspiration majeure. Oui. C'est un hommage rendu à Nelly Arcan, qui avait écrit, elle avait écrit d'abord même les titres de ses romans, elle avait écrit Pute. Putain, folle. Ouais. Et il y avait À ciel ouvert. À ciel ouvert aussi. Ouais. Et il y en a eu un autre après qui s'appelait Paradis clé en main. Paradis clé en main, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous rapproche le plus de vos personnages, de vos héros et de vos héroïnes? C'est drôle parce que je sais que autant dans les désastrés, il y a Nora Jane, donc, qui est une narratrice qui est morte, qui s'est suicidée. Alia, oui, il y a une narratrice qui s'appelle Alia. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, c'est des narratrices que les lecteurs ne trouvent pas forcément sympathiques. Ils les trouvent... je me suis fait dire souvent on ne s'attache pas facilement à elles. Parce qu'elles sont critiques, elles sont agressives. En tout cas, elles ne sont pas la bonne fille qu'on attend de nous souvent d'être, là, nous les femmes, dans notre société. Et je pense que je leur ressemble. Je pense que Nelly Arcan avait une expression que j'adorais en parlant de ses personnages. Elle disait que ce n'étaient pas des portraits des vraies personnes ni d'elles-mêmes, ils étaient tous absolutisés. Qu'elle prenait un trait puis qu'elle... Et je pense que c'est pareil, elles sont, certaines de mes narratrices, en tout cas, une version absolutisée de moi. Donc vous calquez, que vous essayez de vous projeter. Je ne sais pas si c'est conscient, c'est-à-dire que je me rends compte après qu'il y a un peu de ma voix dans ces voix en colère-là. C'est pas strictement ça. Je fais des recherches depuis des années sur l'autofiction, donc c'est sans doute pas étonnant que je me pose la question comme ça. Mais même quand j'écris un truc très autobiographique comme le livre 12 ans en France ou comme le blog, je me demande toujours jusqu'à quel point je suis fidèle à la réalité, même si c'est assumé autobiographique. Il y a forcément le fait de mettre en mots qui transforme la vérité. La vérité en Donc on s'en sort jamais finalement. Oui. J'ai juste décidé de suivre mon instinct et puis de... Ça serait apprécié qu'on puisse vous écouter dans un extrait, si vous voulez bien, Les Désastrés, avec Melika Abdelmoumel, mesdames et messieurs. Attendez, je vais essayer de trouver un petit extrait pas trop long. Ah tiens, voilà. Donc c'est Nora Jane qui parle. D'accord. Très exactement 3 mois après ma disparition, Alice s'est acheté un fedora noir comme ceux que je portais et qui, selon elle, me donnait un air vulgaire. Elle ne savait pas que je m'en étais aperçue, que son regard la trahissait. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont transparents. Alice portait le chapeau même si le climat ne s'y prêtait pas. Elle a erré dans Paris. Le soleil brillait contre l'azur parsemé de nuages trop blancs et trop cotonneux pour être vrai. Dans le ciel, ça criait, ça claquait, ça faisait pour les yeux le bruit des ongles sur une ardoise. En ce 14 décembre où un printemps intempestif faisait mentir le calendrier, Alice a déambulé dans les rues de la ville, affublée du souvenir d'une morte, belle dans ses larmes.
Wow. Il y a des couleurs et des bruits. Oui. Ce sont des matériaux avec lesquels vous travaillez. Oui, je crois. Ben, c'est-à-dire que c'est pas forcément conscient, mais je suis dans une ambiance forcément que j'essaie de nommer. Spontanée, hein? Ouais. Le plaisir aussi de présenter l'école d'électrice, mesdames et messieurs, Dubrovsky et la dialectique de l'écrivain, Melika Abdelmoumen, avec des post-scriptum de Serge Dubrovsky, dont on va parler un peu plus tard, si vous le voulez bien. De quoi ça parle, justement? C'est en fait un essai qui a été tiré de ma thèse de doctorat, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur les romans, les autofictions de Serge Dubrovsky, et en particulier sur la manière dont il représentait les rapports auteur-lectrice. Alors que souvent dans ces romans, il y a le personnage de Serge Dubrovsky qui est en rapport avec son épouse ou sa femme, qui est aussi une de ses lectrices et qui résiste au fait qu'il la représente dans ce qu'il écrit. Donc c'est une mise en abîme très Dubrovskienne. Donc le sujet principal de la thèse était ça, et donc de l'essai, mais aussi sur comment l'autofiction peut avoir quelque chose de l'engagement, quelque chose du militantisme. Dans le cas de Dubrovsky, c'est pas juste un monsieur qui se gratte le nombril, c'est quelqu'un qui se décrit en tant que juif qui a dû porter l'étoile jaune pendant la guerre dans la France de son époque, donc des années 60 à aujourd'hui. 50 il est à 60, mort, malheureusement pour tous ceux qui l'aimaient, il est mort il y a très peu de temps maintenant. Et donc c'était là-dessus, et donc Dubrovsky l'a lu et a fait des réactions à mon texte. Donc on a des réactions entre chaque chapitre, et on n'est pas toujours d'accord, donc des fois on Et vous les avez collées, hein? Et ensuite on les a transcrites, il les a relus pour être sûr que ça lui convenait, et donc ça fait un chapitre d'analyse d'un de ses romans et sa réaction à mon analyse, et pas toujours, on n'est pas toujours du même avis, lui et moi. Mais c'était très serein là, comme échange. Parfait. Alors on va parler beaucoup plus de Dubrovsky, mais après la pause, mesdames et messieurs, restez parmi nous. De retour, mesdames et messieurs, avec vous, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invitée, Melika Abdelmoumen. Melika, il y a un roman qui va paraître de vous très prochainement. 12 années en France, et je rappelle que vous êtes rentrée au Québec en août 2017. Oui. Ça va être édité par Victor Lévy-Beaulieu. Oui, c'est VLB éditeur, c'est ça. VLB, exactement. Je vais vous donner le plaisir d'écouter un extrait, mais je ne vais pas tout lire, hein, non, par souci. Ça serait trop long. Mais je vais lire un extrait, mesdames et messieurs, de 12 ans en France, roman donc, qui sera édité très prochainement. 28 mars. 28 mars 2018, 12 années en France, extrait. Je pense à mon père. Contre toute attente, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Moi qui avais peur de quitter mon cocon d'appartement montréalais, même pour un week-end entre amis, dans un chalet. Voilà que j'ai émigré comme lui. Il avait cette métaphore que je comprends mieux désormais. On peut parler son chez-soi, on peut porter son chez-soi comme un mouchoir de poche qu'on sort ou que la vie nous mène pour y poser son monde intérieur, ses repères, ses fondations. Alors vous êtes retourné au Québec, justement, comme je disais, en août 2017. Est-ce que vous avez finalement trouvé l'espace qui vous convient, l'espace qui vous est inhérent? Oui, assez, comment dire, c'est très compliqué. Assez vite, je me suis sentie à la maison. Ça a été très naturel, ça m'a étonnée. Mais je suis plus tout à fait la même, et je vais avoir des comportements très étranges. Comme par exemple, j'écoute France Inter, la radio française, sur Internet, tous les midis, au lieu d'écouter Radio-Canada. Oui, c'est les habitudes qui changent. J'écoute les nouvelles françaises. Il y a une sorte de nostalgie comme ça, et des choses de la France qui me manquent. Mais j'ai le sentiment d'être revenue chez moi. Là-bas, il y a eu des personnes et des lieux où je me sentais chez moi. Disons que l'administration française et un certain climat politique me rappelaient régulièrement que ça ne pouvait pas durer, ou que c'était seulement dans ma tête. Enfin, c'est compliqué. J'en parle longuement dans le livre, là, mais voilà. Donc oui, j'ai tout à fait retrouvé... Mais est-ce qu'il y a eu un choc... Je me suis réenracinée. Vous êtes réenracinée. Oui. Est-ce qu'il y a eu un choc culturel quand même lorsque vous êtes revenue? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai constaté, je m'en doutais,
mais j'ai constaté que certaines tendances européennes que j'aime pas du tout, comme la montée de certains trucs identitaires, L'extrême un droite. peu moches, Mm. l'islamophobie, un certain rapport à... Enfin, je dis islamophobie, mais on confond arabe, musulman. On ne Oui. sait même plus que tous les arabes ne sont pas musulmans, que tous les musulmans ne sont pas arabes, et puis qu'en plus, Oui. on a le droit d'être musulman. C'est compliqué. J'ai bien vu qu'ici, ça avait changé aussi. Ça avait changé, oui. Ouais, donc, j'ai bien l'intention de continuer le combat De continuer le contre combat. les Hein. préjugés. Et puis donc, je Oui. rappellerai aussi que j'entreprenais carnet d'un retour Oui, au oui. Québec. J'ai eu moi, un j'avais le blog qui s'appelait Histoire de Rome, où je racontais ce dont je parle beaucoup dans ce qui est un des centres du livre 12 ans en France, les liens que j'ai noués avec des familles roms de Roumanie, Oui. une en particulier là, qui vivait dans des bidonvilles, Oui. dans une grande pauvreté. Après, c'est devenu retour au Québec et je faisais un billet par mois. Et là, depuis que je suis revenue au Québec, contrairement à quand je vivais en France, j'ai toutes sortes d'offres de travail. Oui. J'ai Mais c'est réintégré bien. la vie professionnelle que j'en pleurais depuis des années. Là, ça y est. Donc, j'ai moins de temps pour le blog. Mais je vais essayer de m'y remettre bientôt. Excellent. On va parler de Serge Dubrovski. Oui, le cher Serge. Dont Oui. vous êtes l'adepte, vous avez fait votre thèse, doctorat à ce niveau. Oui. Pourtant, votre père, vous avez rapporté dans l'une de vos entrevues ce que votre père vous disait souvent, quand on lit un roman, ça nous en dit autant sur nous que sur la personne qui l'a écrit. Exactement, oui. Alors, Melika, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire la nuance entre l'autofiction et l'autobiographie, ou bien pensez-vous que les deux concepts se complètent? C'est difficile à dire parce que, disons que la définition de Dubrovski de l'autofiction est très proche de l'autobiographie. Lui, ce qu'il dit, c'est que tous les faits dans une autofiction doivent être réels et que le simple fait de les organiser et de les formuler, de les faire passer par l'aventure du langage, comme il appelle, fait que ça devient une autofiction. Selon d'autres théoriciens, et moi je serais finalement assez d'accord, mais ça concerne par exemple des auteurs anglo-saxons comme Bret Easton Ellis dans Lunar Park. Le narrateur s'appelle Bret Easton Ellis. Il réfléchit sur ce que c'est qu'être auteur et sur les conséquences de la lecture de ses livres, mais il y a des choses impossibles qui arrivent. Oui. Donc, les deux, pour moi, sont de l'autofiction. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse, il fallait que je m'en tienne, que je choisisse une définition. Et comme je travaillais sur Dubrovski, j'ai choisi la sienne. Mais il y a des querelles de chercheurs académiques depuis des décennies. Oui. Et moi, j'ai fini par... Je sais de moins en moins la réponse, en fait, à mesure que j'avance. Et je ne manquerai pas, mesdames et messieurs, l'occasion de vous féliciter, Melika, parce que vous êtes nouvellement membre du CAA, de l'Union des écrivains québécois. Alors, bravo. Merci. Merci d'avoir été présente merci parmi nous. C'est ainsi que l'invitation. s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.